Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être ici ce soir. Du coup, moi je suis Pierre-François, je fais partie du CADTM, qui est un réseau international qui s'occupe de la question de la dette illégitime, mais pas que. Donc on pourra revenir plus tard sur ce que c'est. On a fait cette soirée dans l'esprit, on avait été invité pour le spectacle de Céline, qui va vous en toucher un mot un peu plus tard, sur le musée de Tervuren. Et on voulait inviter Françoise Vergès, et donc les connexions sont faites, ce qui permet de faire la soirée aujourd'hui. Je travaille donc pour une association qui s'occupe de tous les types de dettes, donc pas que les dettes publiques, mais aussi les dettes coloniales et les dettes écologiques. On a un site internet si vous voulez vous renseigner un peu plus. C'est pas vraiment ma soirée, donc je vais très vite céder la parole aux deux personnes qui sont à côté de moi. Mais encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Je vais aller très vite parce que c'est pas le propos de ce soir. Tervuren, ça se jouera le 30 janvier, là dans 2 semaines pile. Il y aura en amont une conférence dont tu n'as pas parlé sur la dette illégitime laissée par la Belgique au Congo à 19h. Toutes les infos sont sur le site, j'ai peur de dire des bêtises. Et Tervuren, donc le spectacle, pose la question est-ce qu'il est possible ou non de décoloniser un musée qui tire son origine du passé colonial de la Belgique, et la question de la restitution du patrimoine et du patrimoine africain spolié. Voilà. Je dirais rien de plus. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Merci d'être venu. Si vous permettez, je vais me mettre debout, c'est plus facile pour moi quand je parle. Alors, donc ce soir, sur la question du musée et de sa décolonisation, et puisqu'il est question de dette, c'est en fait, il y a un lien entre la constitution du musée en Occident et la dette, puisque les musées occidentaux se sont constitués en grande majorité sur le pillage, le vol ou l'acquisition, qu'on pourrait dire malhonnête. Donc j'y reviendrai. Alors pourquoi je me suis intéressée au musée? Parce qu'en général, on vous met dans une case, donc j'ai été mise dans la case du féminisme décolonial, et apparemment, je ne pouvais pas parler d'autre chose. Mais en fait, la question, il n'y a pas un mouvement social, il n'y a pas un mouvement politique, il n'y a pas un mouvement de libération nationale qui ne se pose pas la question de la culture et des arts. Il n'y a pas un programme de libération nationale qui ne se dit pas, mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons changer? Qu'est-ce que nous allons présenter? Donc, par exemple, ce qu'on appelle la décolonisation des mentalités. Donc, comment nous allons présenter d'autres histoires, d'autres récits, des contre-images? Il n'y a pas un seul mouvement. Donc, c'était important de penser ces questions-là, ces questions décoloniales, à l'intérieur de cette institution. Mais pourquoi le musée? Pourquoi pas d'autres institutions, le théâtre ou le cinéma? Parce que justement, le musée, d'une part, pour moi, a très bien réussi son affaire. Il a réussi totalement, pas mal à dissimuler sa complicité avec le crime. Il a réussi, c'est comme si c'était une personne, enfin l'institution, la construction de l'institution, a réussi à se présenter comme neutre. C'est le temple de la beauté. On rentre dans le temple de la beauté. Donc, on ne peut pas imaginer que la beauté est couverte de sang. On nous offre là les plus beaux trésors. Donc, ça s'est construit ainsi. C'est une très grande place dans la construction de l'État-nation, de la présentation de l'État-nation. Je répète que c'est une construction occidentale, j'y reviendrai. Mais plus une collection est prestigieuse, plus ça rejaillit sur l'État-nation. Plus ça signerait un niveau de civilisation et de culture. Genre la France, c'est le Louvre. C'est un des plus beaux musées du monde, une des plus belles collections du monde, prestigieuses, il y a pratiquement tout le monde justement là. Et donc ça rejaillit. L'Espagne, c'est le Prado, l'Allemagne, c'est le Humboldt Forum, et en Belgique, vous avez le Tervuren qui s'appelle maintenant autrement. Donc vous avez vraiment cette question du prestige. Ensuite, c'est là que vous retrouveriez le patrimoine, c'est là que vous allez rencontrer vraiment ce que l'humanité a fait de plus beau, n'est-ce pas? Donc, à l'extérieur, ça pourrait être le chaos, la laideur. Là, quand vous entrez, c'est l'harmonie, l'ordre, la beauté. Donc cette séparation, le musée se présente hors de son contexte social et politique. On rentrerait là et on pourrait abandonner ce qui se passe en dehors.
La naissance du musée, j'ai dit, elle est occidentale. Pour moi, le musée, le musée tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, pour moi, c'est le Louvre, qui l'institue. Le British Museum était ouvert quelque temps auparavant, puis il y avait des musées d'histoire naturelle qui ouvrent assez tôt, parce que c'est vraiment en lien avec la colonisation, les musées d'histoire naturelle. Mais le Louvre, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est vraiment la décision révolutionnaire, des révolutionnaires français, d'ouvrir un musée pour le peuple, et de montrer là toutes les œuvres que l'exploitation du peuple a autorisées. Donc les révolutionnaires prennent toutes les œuvres des aristocrates, des émigrés de l'Église, et les prennent sans restitution, je veux dire, c'est pris, c'est saisi, et les mettent au Louvre, pour que justement le peuple puisse profiter de ce dont il a été privé, et que ces collections de l'Église, des aristocrates, ou de ce qu'on appelait à l'époque les immigrés, c'est-à-dire les aristocrates qui s'étaient enfuis, puissent être restitués au peuple, et que le peuple puisse voir toute cette beauté. Donc c'est un geste révolutionnaire, un geste de restitution sans compensation, personne ne reçoit de compensation sur ces saisies. Mais très rapidement, ce qui se passe et qui va, ce que j'interprète qui va faire un modèle, c'est que la France se présente comme le pays de la liberté. Effectivement, dans une Europe qui est encore sous monarchie absolue, tyran. Mais comme c'est le pays de la liberté, et comme justement sa mission devient de libérer le monde, nous apporterons le bonheur au monde, et c'est injuste, les armées révolutionnaires vont aller, quand elles vont faire la guerre en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs, saisir énormément d'objets, d'œuvres d'art. Mais c'est des milliers d'objets qui sont, par exemple, saisis en Belgique, puis dans les Pays-Bas, puis en Allemagne, massivement en Italie, et aussi en Espagne, ils vont être envoyés au Louvre. Parce que ces objets sont vus comme des objets captifs de tyrannie et de monarchie. Et donc de les prendre et de les rapporter au pays de liberté les rend libres, les libère justement de ce joug. Et donc ça va justifier, mais vraiment des pillages massifs, c'est des Rubens, c'est tous les grands peintres et les grandes œuvres de la Renaissance italienne, mais aussi de ce qu'on appelle l'âge d'or, hollandais, enfin tout ça va arriver au Louvre. Notamment par exemple Napoléon. Alors Napoléon n'est pas encore vraiment Napoléon, il est encore juste un jeune officier révolutionnaire. Quand il est en Italie, ça va être le premier à imposer que la paix puisse être faite à condition que l'État italien, puisque vous savez c'était plusieurs États, ou la ville, lui donne des œuvres. Donc il va rassembler non seulement des statues, des peintures, mais aussi des archives, des documents. Et c'est un défilé absolument énorme de plusieurs kilomètres qui traversera Paris en 1793, traversera Paris pour apporter au Louvre des chariots entiers de statues, de peintures, de documents et d'archives. Par exemple, les noces de Cana de Véronèse, qui ont cet immense tableau qu'on voit encore au Louvre, est un des pillages de cette époque, qui n'a pas été restitué. Donc il institue cette idée de prestige et qu'il faut prendre tout partout et le rapporter dans un seul endroit. Et puis il y a l'expédition d'Égypte de Napoléon où il va rapporter aussi des objets. Alors Napoléon est détesté et est vraiment rejeté par toutes les monarchies de l'Occident, mais qui viennent quand même visiter le Louvre et sont admiratifs de ce que Napoléon a réussi. Ils se disent, mais voilà, ça c'est un modèle de musée, que là soient rassemblées toutes les beautés du monde. Et plusieurs musées vont être construits sur ce modèle ensuite. Et 61% des musées, quand on dit le musée, 61% des musées sont au nord. En Afrique, sur le continent africain, vous en avez 0,08%. Donc quand on parle du musée, on parle vraiment d'une institution dont la majorité se retrouve au nord. Même l'Asie n'a pas, vraiment, les 61%, c'est au nord. Et qui vont aussi donc construire non seulement évidemment un modèle d'acquisition, si on peut dire, mais aussi qu'est-ce que ça va être la conservation, la préservation, la manière de construire une histoire de l'art, la manière de présenter, de manière, quelle temporalité, quelle spatialité. Donc il va y avoir la galerie des arts islamiques, la galerie des arts asiatiques, avec une datation qui respecte la temporalité occidentale, alors que par exemple le XIVe siècle occidental ne voudrait rien dire pour des royaumes africains ou des royaumes asiatiques. Ils ne sont pas dans la même. Donc la temporalité est imposée,
l'indexation, la manière de voir aussi les objets, de les catégoriser, de dire cela appartient à ça, à ça. Et quand on dit, je veux dire, le même terme d'objet est vraiment problématique, je n'en trouve pas d'autre, donc je vais l'utiliser, mais il faut que vous compreniez que quand je dis objet, ce sont autant des tableaux que des flèches, que des masques, que des bols, que des tapis, que des vêtements, que des restes humains, que des crânes. Tout ça sont dans les collections des musées. Hein. C'est extrêmement vaste. Donc, pour moi, l'intérêt du musée, au musée, c'était cela. C'était de se dire, il faut que je m'intéresse à cette institution qui est si importante et qui a réussi à construire cette neutralité. Et que c'est la seule institution qui a autant réussi à construire une neutralité. Plus que, évidemment, l'université, l'école, et n'en sans parler de l'armée et de la police ou du tribunal. Donc comment le musée a réussi et comment le musée occidental a pu justifier de piller autant d'objets. Par exemple, je suppose que vous avez ces chiffres en tête, mais ça serait quand même assez intéressant de se rappeler ce qu'il y a dans ces musées. Hein. Je veux dire, par exemple, au British Museum, vous avez 330 000 objets. Et comme je dis, objets dont il faut imaginer l'incroyable diversité. À Tervuren, vous en avez 120 000, enfin, Africa Museum. Au Humboldt à Berlin, vous en avez 500 000 références simplement pour le musée ethnologique et 40 000 pour les galeries asiatiques. Le musée Branly a 1 170 495 objets, donc vous voyez, je veux dire, simplement nous voyons d'ailleurs, comme vous le savez, on ne voit que 10% des collections. On ne voit jamais toutes les collections. Donc il faut donc voir comment, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ces musées. Ensuite, je m'intéresse au musée parce que je le vois aussi comme une structure sociale totale, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas simplement à ce qu'il y a sur les murs et comment c'est présenté, qu'est-ce qu'il y a sur les cartels, mais qui nettoie l'endroit, qui nettoie l'espace, qui garde, qui fait la cuisine, ou je veux dire, qui sont dans les bureaux, quelle est la formation des personnes, quels sont les salaires, quelles sont les différences de salaire, quelle est la hiérarchie de classe, de race et de genre qu'il y a dans cette administration, enfin dans tout l'espace du musée, qui finance, quelle est l'économie de cette institution, quelle est la place grandissante ou pas du privé, le pouvoir des mécènes dans ces institutions. Donc je ne regarde pas simplement ce qu'il y a sur les murs, et je ne demande pas simplement qu'il y ait plus d'équité, que s'il y a tant d'hommes, il faudrait qu'il y ait autant de femmes, et que parmi les hommes et les femmes, après on divise bien entre différentes communautés. Non, parce que, comme je dis, pourquoi il y a une telle hiérarchie de salaire? Pourquoi une femme de ménage est payée 20 fois moins qu'une curatrice? Qu'est-ce qui justifie cela? Quelle est la valeur sociale d'un travail? Pourquoi c'est ainsi? Donc c'est vraiment de le prendre comme une structure sociale totale, parce que le musée, de nouveau, arrive à ne pas parler de cela. Arrive à ne pas parler du fait qu'il y a quand même des femmes de ménage, il y a des gardes, il y a des cuisiniers, enfin, il y a toute une hiérarchie. Et on va s'intéresser, même nous, comme public, on va être surtout pris par ce qu'il y a sur les murs. Et dire, mais pourquoi il n'y a pas ça ou il n'y a pas ça? Pourquoi c'est présenté ainsi? Sans se poser la question, mais je suis dans cette salle, mais qui l'a nettoyé ce matin? Ou qui sont les techniciens qui bougent les choses? Je veux dire, qui travaille et comment les personnes travaillent? Quelles sont leurs formations? Pourquoi il y a de telles différences de salaire? C'est aussi important. On ne pourra pas parler d'une institution si on ne parle que ce que l'institution a réussi à montrer comme étant le plus important, comme étant ce qui compte. Et le musée a réussi. Alors, que faire à partir de là? Évidemment, faut-il arrêter de travailler avec l'institution? Je veux dire, c'est une question qu'on me pose sans fin, mais alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il faut évidemment continuer à se battre pour plus de justice sociale, hein, pour des meilleurs salaires, pour que les gens puissent savoir se reposer, pour que les gardes ne soient pas toujours debout toute la journée dans un coin de galerie avec personne qui leur parle, quelle est la formation, comment les gens peuvent se reposer, enfin je veux dire, donc vraiment la justice sociale. Quelle est la formation des personnes, quels sont les processus de recrutement, plus de justice raciale. Hein, quand on a co-créé, je dis on, parce qu'on était plusieurs, en 2015, l'association décolonisée des arts, la première chose qu'on avait fait en France, c'est d'étudier qui était à la tête des institutions culturelles et artistiques. Bon, c'était pas très compliqué à savoir, je veux dire, c'était les hommes blancs de 50 ans, plus d'ailleurs, plutôt encore.
plutôt plus âgé que 5 ans. Bon, donc ça c'était, en fait, on connaissait déjà la réponse, mais on voulait le prouver. Mais si vous voulez, là, au-delà de ça, c'est vraiment plutôt de se demander que c'est pas simplement de remplacer ces hommes par des personnes d'autres groupes, c'est ensuite de nouveau quelles vont être les conditions de sa nomination, qu'est-ce que cette personne va pouvoir faire, quelles vont être les résistances internes et externes, qu'est-ce que cette personne, peu importe si une personne est racisée, si finalement elle reproduit les mêmes choses qu'il y avait auparavant. Donc vraiment la transformation profonde. Donc pour moi, quand je dis, enfin j'affirme, que la décolonisation du musée est impossible, du musée occidental est impossible, parce que ses origines sont profondément coloniales, et que la décolonisation, de nouveau, il ne s'agit pas de changer ce qu'il y a sur les murs, c'est de transformer profondément. La décolonisation, historiquement, enfin ce que nous avons en tête, c'est le moment des indépendances, c'est-à-dire de mettre fin aux empires coloniaux, de reprendre la terre, de reprendre une souveraineté sur la terre, de tracer les frontières et de dire, voilà, il y a une nouvelle nationalité, un nouvel État, et voilà ce qui va se passer. Mais ça, ce n'était qu'une étape, parce qu'on a bien vu, j'ai 25 000 analyses là-dessus, que les indépendances sont ensuite entravées de ne pas pouvoir être totalement indépendantes, ou de construire d'autres relations. Toutes les propositions de relations sud-sud ont été entravées très fortement, de commerce, sur les questions des brevets, sur le commerce international, enfin, je veux dire, on pourrait entrer là-dedans, tout est absolument entravé. Et puis vous avez aussi très rapidement cette répartition globale entre qu'est-ce que les pays doivent fournir, les pays du Sud, ici le pétrole, là le cacao, là-bas le café, là-bas le coton, et tout ça va venir évidemment vers le nord, vers le nord. Donc la question de cette construction, évidemment, le musée n'y est pas étranger. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Et comme je le dis, on peut continuer évidemment à se battre pour que le musée soit réellement un espace public, réellement, et je parle des musées publics, hein. Après on pourra parler des musées privés, ça c'est autre chose. Parce il est vrai aussi qu'il y a de plus en plus de musées privés, parce qu'un milliardaire peut ouvrir son musée, faire ce qu'il veut, et quel est le rôle que jouent aussi ces musées. Évidemment, les musées jouent de plus en plus un grand rôle dans le tourisme, comme on le sait, aussi dans la façade que présente un pays au monde. Par exemple, au Brésil, quand il y a eu les Jeux Olympiques, il fallait qu'il y ait un nouveau musée qui s'appelle le musée de demain, et qui est un musée donc, sur le futuriste, qui s'appuie énormément sur les technologies, immersion, réalité augmentée, et qui sont financées essentiellement par les grandes corporations pétrolières et les grandes banques. Donc voilà, c'est le futur qui est proposé. Donc quel rôle ça joue? Quel rôle ça joue aussi dans le marché de l'art, dans le trafic, dans la spéculation qui se font autour des objets, comment depuis quelques années, ce qu'on appelle l'art africain, et on pourra parler de cette expression, a acquis énormément de valeur, ce qui fait que même donc, les musées sur ce continent ne peuvent même pas acheter ce qui vient de chez elles, de chez lui, par exemple, de ce continent. Donc comment aussi s'est installé un marché, que l'œuvre est un capital. Donc il y a énormément d'achats d'œuvres, parce que c'est un capital, c'est comme d'avoir de l'argent à la banque. Je veux dire, voilà. Et donc il y a des œuvres qu'on ne verra jamais, parce qu'il y a des hangars, on le sait, où sont remplies là justement des œuvres qu'on ne verra plus jamais. Et puis le rôle de collectionneur privé, même dans le trafic d'objets. Quand il y a eu l'invasion américaine en Irak, qu'il y a eu le pillage du musée de Bagdad, énormément d'objets ont disparu. Certains ont pu être retrouvés par le gouvernement irakien, post-Saddam Hussein, mais beaucoup n'ont pas été retrouvés. Et notamment, on sait qu'une tête qui appartenait à l'époque de la Mésopotamie est assez exceptionnelle parce qu'elle représente à la fois une femme et une tête de lionne. Donc, une divinité, suggèrent les historiens, mais ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Et elle a circulé, enfin cet objet a circulé dans le marché souterrain après, et on sait qu'elle est aujourd'hui aux mains d'un collectionneur privé britannique, d'un millionnaire, mais on ne sait pas qui. Mais on sait que on a pu enquêter, on sait. Donc cet objet est entre les mains d'un individu et ne sera jamais restitué au peuple d'Irak. Donc il y a beaucoup aussi d'objets. Évidemment, on peut connaître quand même les collections des musées publics, et encore, on ne connaît pas entièrement, mais les musées privés et les collections des musées privés et les collections privées, c'est aussi tout un autre champ sur lequel on a très peu de connaissances, hein, très peu.
Parfois, quand quelqu'un ouvre un musée de sa propre collection, on a un peu une idée de ce que cette collection constitue et comment elle s'est constituée. Mais on sait peu de choses. Mais on peut mesurer aussi l'incroyable pouvoir que ça donne, parce qu'un des créateurs de Google, qui est mort il y a 1 an ou 2, ça avait décidé qu'à son décès, toute sa collection serait vendue. Eh bien, quand la collection a été regardée par des experts pour voir ce que ça signifiait, les experts ont dit que c'est une collection qui dépasse de loin les collections de plusieurs musées publics. Donc une personne avait pu constituer une collection qui dépassait la collection du musée public, c'est-à-dire qui était pour lui et pour ses copains. Donc il faut voir aussi, donc, quand on nous parle de l'art et du rôle de l'art, comment finalement, quelle est son économie, pas simplement au sens de qui finance les musées, mais quelle est l'économie qui se situe, quelle est la capitalisation et la privatisation qui circulent dans ce marché. Sur la question donc, de plus de justice, et puis il y a la question des restitutions et des réparations. Et il y a toujours eu des pillages et des vols dans les butins de guerre, mais le musée, ce n'est pas la même chose. Le musée public, comme je l'ai dit, le Louvre s'est constitué, la magnifique collection du Louvre, énormément sur le pillage des armées révolutionnaires et puis surtout des armées napoléoniennes. À la chute de Napoléon, il y a des États quand même qui demandent quelques restitutions en disant bon, quand même, voilà, il faut nous rendre les choses. Mais en même temps, comme j'ai dit, il y a une admiration pour ce que Napoléon avait accompli. Et d'une part, donc il y a des États, des États à l'époque, qui sont des États monarchistes, la plupart, ne vont pas vouloir dépouiller entièrement le Louvre, parce qu'ils trouvent que c'est quand même une réussite occidentale, même si ça a été fait par un de leurs ennemis. Donc, comme je l'ai dit, ils vont essayer d'imiter ce modèle. Mais d'autre part, les directeurs du Louvre à l'époque ont aussi dispersé des œuvres dans les musées régionaux, ce qui fait qu'on on ne sait pas où c'est passé, on ne sait pas où c'est, et vous pouvez parfois aujourd'hui en voir dans les musées, comme on dit, de province. Donc il y a des restitutions qui se font, mais d'autres qui ne se font pas, mais c'est les premiers gestes de restitution, de demande de restitution. Ensuite, après la Deuxième Guerre, vous avez la grande demande sur les retours des biens juifs spoliés, qui se sont retrouvés dans des musées ou dans les mains de collectionneurs, et c'est la réparation n'est pas complète encore aujourd'hui. Certains objets n'ont pas été rendus, certaines œuvres n'ont pas été rendues, certains propriétaires ont certainement disparu. Donc de toute façon, cette spoliation, elle n'a pas, je veux dire, il n'y a pas eu de complète restitution encore. Il y a toujours des biens juifs, et de nouveau, je le dis, c'est pas simplement des tableaux, il faut vraiment, ça peut être aussi des meubles précieux, des bijoux, des tas d'autres choses. Mais ça institue un cadre, ça institue un peu un cadre autour, quelle est la forme de la restitution, qui doit s'en... Je veux dire, on commence à avoir des comités d'experts, des historiens, des avocats, des juristes qui s'intéressent à cette question pour voir donc quel est le cadre légal et le cadre épistémologique dans lequel une restitution peut faire. Et dès les années 1950, il y a des États de ce qu'on appelle le Sud global qui réclament des objets. Dans le continent africain, des États du continent africain, mais aussi de l'Asie, la Chine, le Japon et la Corée, notamment en Chine, le fameux sac du balai d'été, où tout avait été pris par les soldats allemands, que les Français et rapporté dans des musées européens, donc la Chine réclame. Le Japon aussi a été assez pillé, la Corée très pillée. Mais jusqu'à aujourd'hui, pratiquement rien n'a été restitué. Donc, il y a une demande, et très tôt, les musées occidentaux, d'ailleurs, dès les années 50, s'inquiètent de ces demandes, parce que dès ces années-là, se disent, on va vider nos collections, puisqu'ils savent que quand même, une grande partie des collections provient de ces pillages. Alors, il y a par exemple des arrangements, si on peut dire, qui se font, notamment sous Pompidou, avec Léopold Sédar Senghor, qui avait été son copain de l'école normale, on ne dit pas copain, enfin bref. Condisciple. Merci, son condisciple à l'école normale. Et donc, ils se connaissaient, ils s'entendent, et quand même, Senghor demande la restitution de certains objets qui n'étaient pas encore au musée
en ligne et dans d'autres musées. Et alors Pompidou lui dit, oui mais ça va être compliqué parce que quand même, là, écoute, si tu veux, on va te donner d'autres objets et nous on garde cela. Et donc une dizaine de tapisseries des Gobelins seront envoyées au Sénégal en contrepartie des objets qui venaient de cet endroit. Je ne sais pas si vous avez eu l'idée des tapisseries dans un pays comme le Sénégal. Je veux dire, c'est pas du tout adéquat comme cadeau. Les tapisseries ont de toute façon disparu, on ne sait pas où elles sont aujourd'hui. Mais déjà, donc, on voyait qu'il y avait cette idée de ne pas rendre, de ne pas restituer. Parce qu'avec déjà cette peur que les collections des musées allaient perdre de leur valeur. Puisque les musées européens présentent le monde entier, comme j'ai dit. Il y a de l'Antiquité, époque grecque, époque romaine, ensuite on a la Renaissance italienne, on a l'âge hollandais, on a l'art asiatique, comme on dit, l'art islamique, l'art africain, enfin tous ces termes qui sont problématiques, les arts océaniens. Donc on voit que là, il y a vraiment la peur de perdre cela, et donc déjà, dès les années 50, des entraves sont mises aux restitutions et aux réparations. Ce n'est pas du tout nouveau, cette question de réparation et de restitution. Il y a aussi les destructions qui se poursuivent pendant des guerres. Il y a des guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme on le sait, les guerres au Vietnam, les guerres au Cameroun, les guerres en Algérie, et puis des guerres plus récentes en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs, ou aujourd'hui en Palestine, en Ukraine. Donc il y a aussi des destructions. Alors, aujourd'hui, dans la restitution, d'une part, après, je veux dire, parce qu'il y a eu un renouveau de questions, il y a aussi des questions qui se posent. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, l'objet en question, il peut être autant un tambour qu'un masque, que des vêtements ou des tapis. Et il y a aussi, évidemment, les restes humains, dont on parle peu dans ces restitutions, où vous avez des ossements, des crânes, des cheveux, il y a des tonnes de cheveux dans les musées occidentaux, puisque ces crânes, ces cheveux, ces ossements étaient rapportés pour servir de preuve à la science entre guillemets raciale. Donc un crâne comme ci, les cheveux comme ci, ça veut dire que les personnes étaient ceci ou cela. Donc dans ces restes humains, très peu sont identifiés aujourd'hui. Très très peu. Et vous avez par exemple, pour celles et ceux qui ont pu visiter certains des réserves de collection, j'en ai visité, vous pouvez rentrer dans une salle aussi grande que celle-là, avec des étagères partout, sur lesquelles vous voyez des crânes et des morceaux de bras, des morceaux de jambes. Enfin, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant parce que ces objets sont entassés comme ça. Quand vous demandez mais d'où ils viennent, on ne sait pas vraiment parce que les choses se sont perdues. D'où les origines, les choses renées, parce que c'était des soldats qui les rapportaient, des officiers, parfois c'était des explorateurs pour justement les envoyer dans les musées d'histoire naturelle pour étudier le crâne ou l'os. Donc tout ça a constitué énormément, je veux dire évidemment, alors là, une perte profonde pour les peuples. En Belgique, seulement en Belgique, dans ce pays, il y a 30 000 restes humains qui seraient dans les musées et les universités privées. Et à peine sur ces 30 000, à peine 250 ont été identifiés. Et ça, c'est un chiffre de l'année dernière, dont 315 crânes venant du Congo. Donc on a aussi dans les restitutions, le reste humain, on en parle très très peu. On a beaucoup parlé de Sacha Bartman, la Vénus autantote, le titre La Vénus autantote, dont les Sud-Africains ont réclamé pendant très longtemps le squelette qui a été exposé au musée de l'Homme à Paris, musée de l'Homme, et qui avait été étudié et qui a finalement, que la France a fini par restituer. Il y a eu aussi des crânes maoris qui ont été restitués à la Nouvelle-Zélande, ça c'est je vous parle pour la France. Et puis il y a eu aussi, l'Algérie réclamait depuis très longtemps des crânes qui avaient été d'insurgés parce que les troupes coloniales décapitaient des insurgés et puis rapportaient la tête en France pour étudier, et ensuite c'était un trophée, c'était un trophée. Donc, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, il y avait le crâne du chef Ataï qui a été à la tête de la grande insurrection de 1878 et qui s'est retrouvé au musée de l'histoire naturelle à Paris. Et les Kanaks l'ont réclamé pendant très longtemps et il était perdu. Les gens, les conservateurs du musée ne savaient plus où c'était entassé parmi les crânes. Donc il y avait 2-3 ans à retrouver le crâne en question, qui a été ensuite renvoyé avec toute une cérémonie justement de retour, parce qu'on ne renvoie pas un objet.
Donc cette question des restes humains est très importante, elle est peu mise en avant, c'est plutôt la restitution des objets dont on parle. Mais il y a même par exemple des erreurs, parce que comme je vous le disais, l'Algérie avait réclamé une douzaine de crânes d'insurgés de 1871, et puis d'insurrection plus tard, aussi donc décapités par l'armée coloniale. Et là donc la France a fini par les rendre pour que l'Algérie se rende compte 2 mois plus tard que sur les 12 crânes, il n'y en avait que 6 qui étaient véritables, les autres c'était des crânes de criminels qui avaient été ramassés dans un coin d'étagère. Donc même là aussi, on voit qu'il n'y a pas vraiment de respect profond de ce que cela signifie. Ensuite, la restitution, il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule solution. Hein. C'est souvent présenté, justement, c'est quand même beaucoup autour d'objets, et donc on va rendre ces objets, et voilà, et il y aura une grande cérémonie. Mais il faut voir vraiment qu'il y a plusieurs situations. Et en général, on les présente comme, ben voilà, il y a un objet, il faut un cadre légal, et on va l'envoyer. En fait, vous avez vraiment, comme je dis, beaucoup de situations. Par exemple, au musée de Vancouver, au Grand Musée de Vancouver, qui est dans l'ouest du Canada, où il y a énormément de musées ethnologiques, il y a énormément d'objets des peuples autochtones de la région. Et il y a quelques années, la direction du musée s'est dit, bon, on va quand même entrer en conversation avec ces peuples et demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comment vous voulez faire. Il y a des communautés qui on leur a répondu, on ne veut pas vous parler, vous êtes des voleurs, on ne parle pas aux voleurs, on ne veut même rien savoir, on ne veut rien avoir à faire avec vous. Vous avez volé, tant pis, on ne veut pas le savoir. Il y en a d'autres qui ont dit, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, donc vous ne pouvez pas les montrer, tant que nous n'avons pas décidé si nous voulons les reprendre ou si vous pouvez les garder. D'autres ont réclamé que ces objets puissent être pris pour des cérémonies, qu'il y ait des salles spéciales qui soient construites et que les cérémonies aient lieu. Et ensuite, les objets restent là jusqu'à ce qu'ils soient vidés de leur énergie qui a été mise pendant le rituel et qui peuvent revenir. Il y a d'autres objets, par exemple, qui avaient été obtenus, notamment, je me souviens, d'objets qui avaient été vendus par le chef d'une tribu parce que sa tribu était en train de mourir de faim, et que donc les descendants ont dit, ils ne voulaient pas reprendre les objets parce que ça aurait été contester la décision de l'ancêtre qu'il avait fait pour sauver son peuple. Donc ils ont dit, ben, ce qu'on veut faire, c'est nous une autre installation à côté pour mettre ça en contraste, pour montrer à la fois qu'on honore notre ancêtre, mais qu'on montre pourquoi il a été forcé de vendre. Il y en a d'autres, par exemple, qui disaient aussi, en prenant nos objets, vous allez rigidifier, fixer une esthétique, fixer une forme. Notamment les grands totems, il y a des magnifiques totems dans ce musée, et qui avaient été pris pour les sauver, justement, parce que, et les peuples disent, mais justement, ils étaient là, dehors, pour être à la pluie, au vent, au soleil, et perdre leur forme et perdre leur couleur, et ensuite on en aurait construit d'autres. En fixant cela, vous fixez une forme et une esthétique. Et de certaine manière, ça devient un modèle, alors que c'était constamment reconstruit, réinventé, ou peut-être refait sur le même modèle. Il y a aussi finalement un grand manteau de cérémonie amérindien qui était dans un musée de Hollande, et qui va être restitué au peuple dont il a été volé. Auquel il a été volé. Et ce peuple dit, mais il va être ce manteau, d'une part, c'est vraiment important que le manteau soit restitué, mais d'autres membres de la communauté disent, oui, mais il va être envoyé dans un musée à Sao Paulo ou à Rio. C'est-à-dire, c'est pas nous, ça. Et puis ce musée, les musées nationaux sont quand même des musées d'un État colonial, d'un État qui a opprimé les peuples amérindiens et qui continue à les opprimer. Donc ça pose cette question, je veux dire, cette idée que finalement ça renforce un récit national auquel certaines communautés ne veulent pas adhérer. Veulent absolument, non seulement ne veulent pas adhérer, mais contestent profondément. Et il y a aussi, comme je vous ai donné les chiffres qu'il y a dans les musées, je veux dire, il y a des objets il y a des communautés qui ne savent pas qu'il y a ces objets. Donc, je veux dire, ça a été vraiment, quand vous allez dans les réserves de Tervuren que j'avais pu visiter, vous ne trouvez pas une flèche ou même 1000, vous en trouvez des milliers, des milliers, des milliers. Vous ne trouvez pas une tête d'antilope, vous en trouvez 3000. Mais pourquoi? Il y a un côté justement, un principe d'exhaustivité qui a été constitutif du musée,
du 19e siècle. C'était dans le moment d'expansion coloniale. Il fallait tout rapporter, tout. Donc c'était des dizaines et des dizaines d'objets. C'était vider les continents de leur création. C'était vraiment vidé. Donc ça a été vraiment une énorme perte culturelle dont l'extraction n'a pas été seulement l'extraction des ressources ou l'extraction de la force de travail, mais l'extraction aussi de tout ce qui avait été de la création, qui s'accompagnait par ailleurs, sous le colonialisme, d'interdiction de parler les langues locales, d'être obligé d'apprendre le français, l'espagnol ou l'anglais, et donc absolument d'une perte, vraiment de priver des peuples de leur création et vraiment de ce qui les constituait comme personnes. Ensuite, dans cette transformation d'objets, c'est vraiment de faire de quelque chose qui a été investi affectivement, culturellement, socialement, d'en faire un objet mort. Je veux dire, hier, ça c'était une statue, disons de Parvati, dans un terrain hindou, et le matin, on lui offrait des fleurs à manger, on lui présentait l'enfant, on parlait, on lui demandait on lui faisait des vœux. On l'arrache à ce temple et on la met là. Ce n'est plus qu'un morceau de pierre. Je veux dire, dans un musée, vous n'allez pas faire des offrandes, on va vous mettre dehors. L'objet n'a plus, c'est simplement quelque chose qui devient un morceau de pierre, très beau, mais qui est présenté en dehors. C'est la même chose pour les masques africains, c'est la même chose pour les tapis, c'est la même chose pour tous ces objets, c'est l'extraction et la transformation de quelque chose qui était donc investi affectivement, qui avait été fait, construit, aimé, chéri, en objet qu'on ne peut plus toucher et qu'on regarde de loin. Qu'on ne peut plus, justement, qui est sorti et qu'on nous dit 15e siècle, tel temple au Cambodge, en Thaïlande ou masque de cérémonie. Et donc, en fait, nous sommes mis dans la position où on regarde et on apprend nous-mêmes à regarder des objets de manière comme si ces objets n'avaient jamais eu de vie, sont complètement séparés et deviennent justement des objets. Et avec tout un investissement, il y en a énormément qui sont très beaux, donc on les regarde et ils ne sont plus du tout en relation, donc on n'a plus du tout l'idée de ça, et on n'a pas non plus, ne nous vient pas l'idée de l'arrachement qui a eu lieu, c'est-à-dire d'avoir arraché ces objets, d'avoir privé des peuples de ces objets, et de les avoir pris. Donc cette transformation de l'objet en fétiche est aussi une question qui peut se poser. Donc le musée n'est pas un espace neutre. Un conservateur sud-africain dit que c'est une scène de crime. C'est une scène de crime. Donc il faut rentrer là comme un enquêteur, une enquêteuse, et d'enquêter sur le crime en question qu'un responsable. Donc là, peut-être pour prendre les dernières 10 minutes, c'est ça à peu près. Alors, que faire? Alors, justement, dans le livre, je parle d'une expérience qui a été faite à l'île de la Réunion, qui n'a pas eu lieu, il n'y a pas le musée, donc ne vous précipitez pas, mais qui était l'idée de se demander de comment faire, quoi faire, et qui était déjà commencée par l'architecture. Parce que les musées, de plus en plus, c'est le geste architectural, c'est-à-dire qu'il est aussi important que le contenu. Il faut s'instagrammer devant le musée, quoi. Ce qu'il y a dedans passe après. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Guggenheim, avec le Guggenheim avec les barreaux, qui avait complètement transformé la région. Donc, déjà, quelle était l'architecture? Et alors, l'île de la Réunion, c'est une île tropicale, donc on avait dit on ne veut pas d'air conditionné, on ne veut pas de lumière artificielle, il y a suffisamment de brise qui arrive, on ne veut pas, justement, on veut éviter. Donc, l'architecture, le contenant est aussi important que le contenu. C'est extrêmement important dans quel espace vous entrez. Aucun espace n'est neutre. L'espace lui-même dit quelque chose d'une hiérarchie. Et comme je vous le dis, en général, vous entrez, vous êtes silencieux, je veux dire, personne ne crie. On ne crie pas, il y a une discipline du corps, il y a une respectabilité bourgeoise qui s'installe aussitôt. Et je donne des exemples justement de jeunes de quartiers populaires qui avaient entré dans des musées en France et qui étaient très mal reçus, et à qui on demandait de partir, parce qu'ils ne se comportaient pas comme il faut.
Donc, qu'est-ce que c'est comme il faut? Pourquoi? Comment ça s'est institué? Les musées au XVIIIe siècle, avant justement la grande colonisation, sont des musées assez ouverts où les gens peuvent parler, rentrer, sortir, et toute la collection est là. C'est la colonisation qui va fournir ces centaines de milliers d'objets dont je vous ai parlé, et qui va demander à ce qu'il y ait des réserves, il y ait une politique de conservation et de préservation beaucoup plus développée qu'auparavant. Donc, je veux dire, le post-musée, c'est qu'est-ce qu'on veut conserver? Mais on, c'est qui? Un quartier, une communauté, un peuple, un groupe social? Qu'est-ce qu'on veut conserver? Comment on veut le conserver? Quelle est la préservation? Quelle forme? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Pourquoi préserver ça plutôt que ça? Quel est le choix? Pourquoi ce choix est fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui anime ce choix? Pourquoi pense-t-on que ça, c'est un plus important? Comment la conservation, l'idée de conservation dans le monde occidental est très liée au patriarcat et à l'héritage de père en fils et de fils en père, non, de fils en fils, enfin dans une lignée ainsi, et donc de conserver absolument. Comme vous le savez, cette idée même de conservation à l'authentique, hein, que la chose doit être authentique, est très occidentale. Au Japon, par exemple, vous savez, un temple du XIe siècle peut être reconstruit exactement comme il avait été construit. Exactement. C'est-à-dire que vous y allez, vous croyez entrer dans un bâtiment enfin quelque chose construit au XIe, c'est construit au XXe siècle. Donc la question de la préservation, de la transmission n'est pas du tout perçue de la même manière d'une culture à l'autre. Donc il faut, je veux dire, il n'y a pas une seule manière de voir comment conserver. Et donc se dire, mais qu'est-ce qu'on veut conserver? Et la question de la conservation pour les petits musées, parce que les post-musées, c'est plutôt de petits musées que j'ai vus, parfois, c'est pas la conservation seulement d'objets, c'est de pratiques, de savoir. Hein, comment les graines, comment on fait telle poterie, comment on tisse telle chose. Donc c'est pas seulement le tissage à la fin, mais vraiment dans la pratique. Donc c'est pas non plus la machine à tisser, c'est vraiment la pratique. Pourquoi les broderies ont un sens, comme par exemple les broderies palestiniennes, comment ça s'est fait, quelle est son histoire. Donc on rentre vraiment dans la pratique. Donc pour revenir à ce musée de la Réunion, on a aussi, parce qu'au début c'était une initiative du conseil régional, il y a eu, le conseil régional a demandé à une agence française spécialisée dans l'écriture de programmes scientifiques et culturels d'écrire un programme scientifique et culturel. Et en 2002, je crois, oui 2002, je suis sollicitée avec Karpana Mirumutu, qui est un professeur de littérature de l'océan Indien, un réunionnais, un poète, de voir ce que vaut ce rapport. Et on dit, vous pouvez le jeter à la poubelle, parce que c'était vu, il se passe ça en France, qu'est-ce qui se passe à la Réunion? Donc on était constamment au miroir. Il y a la révolution de 1848, comment ça se passe là? Il y a l'invention du théâtre, est-ce qu'il y a une invention du théâtre? Il y a ceci, il y a cela. Donc, on n'était que pas l'imitation de ce qui se passait là-bas, et en fait, c'était la France qui nous donnait tout le rythme de notre vie, quoi. Je veux dire, on n'existait pas. Alors, on s'est dit d'abord, on est dans l'océan Indien, et on est dans un espace d'échange millénaire entre l'Afrique et l'Asie. C'est pas l'Atlantique, hein, c'est pas le paradigme atlantique qui est vraiment là, marqué par la colonisation. Là, il y a des échanges millénaires qui se font, hein, puisque les habitants du continent avaient remarqué que les moussons poussaient les boutres du nord de Madagascar jusqu'au sud du continent indien de mai à septembre, et les moussons les repoussaient dans l'autre sens. Donc très tôt, évidemment, il y a des échanges. Alors il y a un trafic d'esclaves, mais aussi il y a des trafics. On sait qu'il y a des objets, des grandes expéditions chinoises du XIe siècle qui apportent des objets. On en retrouve de la porcelaine chinoise dans l'île de Kilwa, qui est au large du Mozambique. Donc on voit, je veux dire, les Africains étaient aussi des marins, des capitaines, des pèlerins, des marchands, pas simplement donc des esclavisés. Donc déjà on se dit, non, c'est ça notre espace, c'est cet espace-là. Évidemment, on ne va pas effacer la France, mais elle est quand même aussi en périphérie. Elle est en périphérie géographiquement, totalement en périphérie géographiquement, et puis elle n'est pas celle qui nous a donné naissance. Ce qui nous a donné naissance, c'est les personnes arrachées à leur terre, comme esclavisées ou comme engagées, mais qui sont venues de cultures comme la grande île de Madagascar, où il y avait des royaumes, ou le Mozambique, où il y avait des empires, ou, je veux dire, après, même plus haut, des royaumes, et puis des royaumes de l'Inde, c'est-à-dire d'organisations sociales, culturelles, religieuses développées, avec des idées politiques développées.
Ce pas des gens qui attendaient que les Européens arrivent pour exister. Donc on dit, voilà, on va prendre cet espace, puisque les personnes qui ont peuplé cette île viennent de tous ces espaces. Donc on va prendre ça, ça va être notre espace et notre temporalité. La temporalité, on va commencer au moment des premiers échanges dans l'océan Indien et des villes-ports qui existent. Et non pas au moment où les Français décident de prendre possession de cette île dans leur grande aventure sur le chemin des Indes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, donc je vous ai déjà dit sur l'architecture. Et puis alors la troisième chose, qui a été aussi importante, c'est qu'on n'a pas d'objet témoin de la vie des esclavisés, d'objet matériel. Or, en Occident, c'est l'objet qui fait le récit. Vous avez un objet, et vous construisez le récit autour. Si vous n'avez pas d'objet, ça veut dire que vous n'avez pas de récit. Parce que tout ce qui a été leur vie quotidienne, a été détruite au moment de l'abolition parce que ça n'avait pas d'importance. Ce qui a été gardé, c'est les propriétés esclavagistes. Donc quand on vous dit, voilà les choses témoins, vous visitez des propriétés esclavagistes. Je veux dire, vous voyez la vie des esclavagistes, vous ne voyez pas la vie des esclavisés. Ou alors, par exemple, c'était à travers les registres de plantation ou à travers les actes de vente. Donc ces personnes n'existaient que comme esclavisées. C'était pas, je veux dire, il y a énormément, par exemple, de personnes qui ont été capturées et déportées de Madagascar. Ces personnes parlaient malgache. Ces personnes n'avaient pas perdu au moment du débarquement tout ce qui faisait leur être sur cette île, ou au nord du Mozambique, ou dans le sud de l'Inde, ou le nord de l'Inde, où les personnes ont été arrachées. Donc on se disait, mais non, il faut absolument, donc moi j'avais proposé un musée sans objet. On ne partirait pas d'objet, on partirait des récits. Et si les récits avaient des absents, il y avait des bribes, des fragments qui manquaient, c'était pas total, c'était normal. C'est ça ce que la colonisation fait. Des histoires avec des trous et des fragments. Et c'est pas pour ça que ça manque, que ça veut dire que c'est pas une histoire pleine, que c'est une histoire qui dit quelque chose. Donc on partait, par exemple, pour vous donner un exemple concret, et juste 5 minutes, c'est, par exemple, vous pouvez retrouver le fait disons, alors je vais prendre un exemple, une jeune femme du nord du Mozambique est capturée en 1850 et arrive. On peut retrouver quels étaient les bateaux négriers qui faisaient la route entre l'île du Mozambique, le nord, et l'île de la Réunion. Elle n'y était peut-être pas, mais à cette époque, c'est ces bateaux-là, les grillés, qui sont utilisés. On peut peut-être la retrouver dans les registres de vente et qu'elle est vendue à telle plantation. Donc, avec des morceaux, comme ça, on peut restituer quelle a été sa vie, ou d'où elle venait, quelle était l'organisation sociale d'où elle venait, qu'est-ce qui se passait, comment elle venait d'une ville, d'un village, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que les gens cultivaient, qu'est-ce que les gens mangeaient, comment les gens s'organisaient, quel était ce bateau, à qui ça appartenait, quelle était cette plantation où elle est allée. Parce qu'à la Réunion, vous avez d'énormes déséquilibres hommes-femmes dans les plantations. Les plantations, vous avez une centaine d'hommes, une vingtaine de femmes, parce que les Français ont choisi la constante importation d'esclavisés plutôt que, on pourrait dire, la reproduction, si on peut parler ça. Donc on est parti sur ces idées de voir, et aussi par exemple la question des langues, que toutes les langues qui avaient été parlées sur cette île seraient présentes dans le musée. Il n'y aurait pas simplement le français, le créole et l'anglais, mais non, il y aurait l'ourdou. Il y aurait le malgache, il y aurait les chimaorés, il y aurait le tamil, il y aurait toutes ces... Et puis, évidemment, le français. Donc, c'était aussi restituer des présences. Donc, ça, voilà, c'était une idée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le post-musée, il se pose aussi, je dirais, la question de cela se pose dans un contexte de catastrophes climatiques terribles, qui affectent les musées, qui affectent de guerre, je l'ai dit, de trafic, de marchandisation de l'art énorme aussi, donc confronté à ça, de vol, toujours, d'appropriation pour la consommation, la marchandisation. Donc confronté de nouveau ces questions de qu'est-ce qu'il faut conserver, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut préserver, qu'est-ce qu'il faut transmettre face au rouleau compresseur de l'effacement et de l'appropriation d'extraction, sont des questions extrêmement importantes. Alors, il y a évidemment d'autres exemples de post-musées dont on pourra parler, que j'ai vus, puis qui sont en formation. Certaines ont une vie éphémère, parce qu'après il manque de ressources, d'autres continuent.
il y a vraiment plein de niveaux, mais ce que je veux plutôt revenir, c'est que ces questions, que le musée occidental tel qu'elle existait, qu'elle existe encore et qui continue à attirer énormément de public, c'est la fin d'un modèle. C'est la fin d'un modèle. Donc l'intérêt aujourd'hui, et c'est pour ça que ce livre, d'écrire ce livre m'intéressait, c'est comment imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et cette imagination, il ne peut pas avoir un seul modèle, justement. Parce qu'un petit musée, un post-musée à Lima au Pérou peut peut-être ne pas être le même que dans un quartier de Bruxelles, ou le même que dans une des favelas du Brésil. Il y a une situation. Mais quels seraient les principes? Est-ce qu'il y aurait des principes communs à ce post-musée? Mais tout ce travail, c'est ce travail que moi je trouve en fait assez passionnant et totalement excitant parce que c'est vraiment répondre à tous les défis qui se posent à nous en ce moment. Et sur la question ensuite des restitutions et de conservation, bien sûr continuer à lutter pour ça, mais aussi se dire que c'est quand même aussi aux musées occidentaux de porter ce fardeau. C'est pas aux gens volés qui doivent porter le fardeau de la restitution, c'est aux voleurs. C'est aux voleurs de porter le fardeau de ce qu'ils ont fait. Et c'est à eux quand même de faire cet énorme travail, au lieu d'attendre encore que les peuples du Sud les soulagent du fardeau criminel qu'ils ont accompli. Donc c'est vraiment se poser ces questions que j'ai voulu donc soulever, et donc cette question de dette immense que l'Occident doit, dans le domaine, dans ce qu'on pourrait dire des arts et de la culture, doit au reste du monde. Merci. Bon, merci beaucoup Françoise. Donc c'était vraiment excessivement intéressant et assez dense. Donc il y a pas mal de questions, je pense, qui se posent d'elles-mêmes. Le but ici, ça va être de laisser la parole au public. Si vous êtes trop timide, j'ai quelques questions en réserve. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un échange. On rappelle du coup que le bouquin est disponible dans toutes les bonnes librairies. On a voulu faire venir une librairie ici qui n'a malheureusement pas pu venir, mais La librairie Pépite Blues devait être présente ce soir. Pour celles qui reviennent le 30, elle n'est pas présente ce soir parce que c'est un problème de commande. Voilà. Mais elle propose, chez Lestina, donc Pépite Blues c'est à Matongué, sauf que ça a déménagé aujourd'hui. J'ai la nouvelle adresse, c'est le 31 rue Les-Broussard. Et elle proposait, pour celles qui veulent, enfin je resterai à la sortie, je peux faire une petite liste de commenter, elle a commandé un certain nombre de livres que vous pourrez récupérer soit le 30 avant le spectacle, soit au 31 rue Les-Broussards avec une petite réduction. Voilà. Merci. Et donc, on va laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes timide? Non, il y a une question. Il y a deux questions. On va faire passer le micro. Ce n'est pas une question, je voulais remercier Madame de procurer un autre regard sur le musée et aussi de cette façon dont vous avez parlé de présence des peuples qui ont été spoliés, etc. Présence des objets, usage des objets. Quand je vais visiter un musée, c'est vrai que je regarde avec l'étiquette que vous avez, les étiquettes qu'on connaît. C'est mieux comme ça? Oui. Ah, pardon. Je voulais donc remercier la conférencière de nous avoir montré une autre façon de percevoir le musée et d'avoir mis l'accent sur la présence des personnes qui ont été déplacées, enfin tout ce qui leur est arrivé, et la présence aussi des objets. Quand je vais au musée et que je regarde, peu importe ce que c'est, avec l'étiquette et tout ça, effectivement, ça ne m'avait jamais frappé, comme vous venez de le mettre en évidence, que cet objet a servi, qu'il a une âme, si on peut appeler ça comme ça, et que là, disons qu'il est mort.
en ce sens qu'il est sorti de son contexte. Vraiment, et alors quand vous dites on va devoir inventer quelque chose de nouveau, eh bien, moi je trouve ça. Merci, je voulais vraiment vous remercier de ce. Moi, je suis très heureuse de vous entendre parce que ça fait très longtemps que je voulais vous entendre, vous voir en vrai, que j'ai beaucoup regardé les procès que votre père a fait, qui ont été rediffusés sur INA. Sur la question de l'art, je suis très intéressée parce que moi, je suis née dans la plantation de café de mes grands-parents. Et donc, je suis aussi un vrai, comment dire, je ne suis pas une illusion que l'on se fait sur l'esclavagisme ou la colonisation, mais j'ai vécu au sein d'un couple mixte où la vision qu'on a parfois de la colonisation est pensée à partir d'une classe qui n'appartient pas au milieu qui avait les moyens financiers et sociaux de pouvoir se permettre d'avoir une plantation de café, et donc forcément une vision toujours vous devez vous maltraiter ou des choses comme ça. Et de cet endroit, on a ramené énormément d'objets, et des fois on n'a rien ramené parce qu'il y a eu des pillages, et que les pillages étaient faits notamment par les femmes d'un milieu plutôt aisé qui parfois se privaient de nourriture pour acheter de l'art, et donc maintenir au sein de l'espace domestique des objets qui valorisent le pays. Et ça reste encore vrai maintenant parce que je suis artiste et je suis aussi agrégée, et je me rends compte que parfois des gens vont plutôt acheter de la nourriture, une voiture ou n'importe quoi d'autre plutôt que de l'art, mais qu'ils vont participer à la spoliation des personnes qui vont acheter de l'art. Parce que ça m'est arrivé, on a saisi des objets d'art pour les musées, alors que je destinais ces objets plutôt pour la banque ou peut-être pour la poste, et plus tard, je pense peut-être pour H&M et Primark, parce que je me rends compte que c'est des endroits où il y a plus de gens que j'apprécie qui vont que parfois dans les musées, et que c'est en fait d'utilité publique de regarder des objets qui ont des reliefs vrais, qui sont construits et créés par des artistes et des artisans. Parmi les pistes des musées, c'est plus un espace depuis le tag et puis depuis les sculptures en dehors de la ville et en dehors de l'espace. On peut imaginer encore et encore d'autres endroits beaucoup plus populaires et pas populistes, parce que je crois qu'il y a une vision très populiste dans les musées où c'est permis à pas grand monde, alors que c'est gratuit en Belgique. Hein. Je veux dire, pour 12,50 € avec le Museum Pass, vous pouvez aller partout. Et donc, c'est vraiment ça. Comment est-ce que la jeunesse, en fait, ces gens qui sont issus de l'immigration, qui ne sont pas belges, ou qui ne sont pas congolais, ou qui ne sont pas de la Chine ou de l'Asie et qui n'en savent rien, où est-ce qu'on doit faire pour... Enfin, ils doivent nous dire où ils vont pour qu'on dépose de l'art là-bas, et qu'ils le voient et que ça fasse partie de leur réalité, et que peut-être ils seront plus sensibles à la spoliation, au pillage, et qu'ils vont enfin sortir de cette vision esclavagiste et penser le monde comme une expansion en fait. Mes grands-parents, par exemple, ils sont partis comme médecins parce qu'il n'y avait pas besoin d'ici, et ils ont été médecins là-bas. Et il y a un mixte comme ça, je ne sais pas dire, enfin, il y a un mixte en fait. Donc à la fois l'esclavagisme, il faut l'avoir en allant voir les personnes qui ont vécu au Congo, vraiment, parce qu'ils ont un autre regard. Pas parce qu'ils sont congolais, mais vraiment qui viennent du Congo, qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui sont ici. Vous allez vous rendre compte souvent qu'eux, ils sont tous profs, anthropologues, ethnologues. Ils font tous les jours, sans le savoir, en le voulant, mais secrètement, de la formation au quotidien, et qu'ils se privent en fait, surtout. Donc, voilà. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, il faut aussi savoir que l'Occident se construit sur l'effacement de pratiques sur son propre sol.
l'effacement de savoir populaire, comme on dit, pour les appeler ainsi, ou de savoir de minorité sur son propre sol. Vous savez qu'il y a des minorités autochtones en Europe, par exemple les Samis au nord, Finlande, Suède, etc. Et puis des communautés qui ont été totalement racialisées, comme les Roms, et puis pendant toute l'époque les Juifs, et puis les Irlandais. Donc l'Occident se construit sur l'effacement de ses propres pratiques populaires. L'Occident, c'est une invention de bourgeois, si je puis dire, pour parler ainsi. Par exemple, je suis frappée quand je visite des musées de ce qu'on appelle art et tradition populaire, et qui sont justement très séparés des musées d'art, qui seraient là la chose plus glamour, comme on dit, la négligence qu'il y a, alors qu'il y a des choses qui pourraient que justement, par exemple, quand il y a des dialogues d'objets dans le musée, ben on va faire dialoguer un masque africain avec une tête grecque de l'Antiquité. Et non pas justement dans ces pratiques où on pourrait voir des circulations. Notamment, par exemple, je pense à la broderie, parce que je m'intéresse beaucoup à la couture et des choses comme ça. Et on voit, si vous voulez, à l'intérieur, comment c'est propre, donc l'idée même de ce qui doit être exposé, de ce qui doit être montré, est une idée, je veux dire, qui introduit de la valeur dans ce qui est les objets, quoi, je veux dire. Et alors après, il y aura le musée des traditions populaires, et qui sera donc un peu en dessous. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est vrai ce que vous dites, bon, d'aller voir ce que les gens font, mais aussi de comprendre que, comme je le disais, les musées occidentaux, donc ce musée universel qui se dit universel, qui est lié à l'État, à la construction de l'État, et qui est lié à l'écrasement des communautés, des minorités sur son propre sol, a besoin de prendre tout ça du monde, mais comme je dis, vous ne retrouverez jamais, vous ne verrez jamais des objets de la Bavière dans un musée à Lima, ou, je ne sais pas moi, de la poterie alsacienne dans un musée à Mexico. C'est vraiment dans un sens, quoi. Apparemment, il y a des voyageurs du sud global au nord très tôt, hein, je veux dire, c'est pas récent, mais ils ne pensent pas comme ça à tout prendre pour aller le mettre dans leur musée, quoi. Les musées dans le sud global sont souvent des musées nationaux, c'est-à-dire ceux qui dit quelque chose de la nation mexicaine, brésilienne, péruvienne, congolaise, sud-africaine. Les musées d'art, évidemment, achètent des œuvres, mais dans ces musées-là. Donc on voit que cette idée de musée universel, elle est vraiment liée à l'idée que l'Europe se fait, et puis ensuite l'Amérique du Nord, de sa place dans le monde. C'est à elle que doit revenir tout cela, cette diversité. Il n'y a pas du tout la même chose. Donc, même la question, c'est peut-être effectivement d'aller voir ce que les personnes font, mais surtout peut-être que l'Occident se penche sur lui-même. Je veux dire, qu'est-ce que serait je veux dire, c'est quoi le processus de décolonisation de l'Occident? C'est qu'il n'y ait plus d'Occident. C'est la disparition de l'Occident. Et donc, le retour à des sociétés, des peuples qui sont à égalité. Parce que, comme vous savez, quand on parle de l'Europe, on parle de l'Allemagne et de la France en général. On parle rarement de la Sicile et de la Calabre. Hein. On parle rarement de la Finlande. Je veux dire, c'est vraiment. Donc, c'est ces sociétés qui ont construit, elles, cette idée de l'Europe. Il faut savoir que l'idée de l'Europe émerge au XVIIIe siècle dans à un certain moment, et l'Europe, dans les traités qui, pour la première fois, dessinent ce que sera l'Europe, c'est sur une communauté de religion, c'est-à-dire l'Europe est chrétienne, blanche et coloniale. Ça, c'est les mots mêmes du traité d'Utrecht. Donc il y a une désoccidentalisation à faire en Occident même. Le reste du monde, il n'attend pas l'Occident pour se désoccidentaliser, ils sont en train de le faire. Mais en Occident même, il y a quelque chose, donc pour réfléchir à ce que pourraient être justement ces espaces-là, qui est la désoccidentalisation en Occident même. L'Occident opprime les personnes qui vivent en Occident, opprime les subalternes, les communautés, les minorités, les opprime les femmes, opprime toutes les personnes et les minorités racisées. Donc il y a quelque chose, c'est pas simplement ce qu'il faut faire évidemment, mais moi je fais confiance aux Congolais pour faire ce qu'elles et ils trouveront à faire, ou à d'autres, mais en Europe, qu'est-ce que les Européens doivent faire? Quel est le travail qu'ils doivent faire? Non seulement dans la question de la restitution, parce qu'une fois que même tous les objets seraient restitués, ce qui m'étonnerait, parce que comme je le dis, il y a vraiment des centaines de milliers d'objets, je ne vois pas ce que les gens feraient dans tout ce qui a été ramassé, enfin peu importe. Mais même une fois que c'est ça, ce n'est pas décolonisé. La restitution n'est pas la décolonisation, c'est une question de justice.
Le musée pourrait rester tel qu'il est. Donc il n'y aurait pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'Occident abandonne, ne soit plus l'Occident? Ne soit plus l'Occident, mais voilà. Et donc reviennent sur la manière dont il s'est construit. Pourquoi au Louvre, vous voyez que le grand art, les grandes civilisations, quand ce que vous voyez, par exemple, de l'art islamique, c'est ce qui est vu comme étant le plus élevé. Donc c'est une construction aussi à l'intérieur de ce qui vaut la peine, de ce qui a de la valeur dans telle ou telle civilisation. Donc c'est continuer à présenter même dans cette image, donc il faut que nous ne tombe pas dans le piège, cette image de ce qui vaut la peine, de ce qui appartiendrait à la vraie culture, est une construction. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'y mettre. Donc pour l'instant, c'est vrai, quand vous allez dans certains pays, je reviens au Louvre, vous avez par exemple toutes les peintures. Alors vous pouvez voir effectivement l'évolution de la peinture européenne, extrêmement religieuse jusqu'à peu près le XVIIe, XVIIIe siècle, et puis là, à partir de ce moment-là, d'autres formes. Donc je veux dire, ces musées sont comme des archives, c'est comme une médiathèque, on peut aller voir ce qui s'est fait. Je veux dire, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas le voir. Mais, je veux dire, toute cette construction de l'espace neutre, de l'espace de l'universel, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Du coup, je pense que vous avez déjà commencé à répondre, mais si on veut aussi, en rapport avec cette idée du musée universaliste qui veut présenter l'entièreté du monde, mais qui reste quand même un espace d'ouverture éventuellement à d'autres cultures et donc du coup à des cultures étrangères, enfin, comment on pourrait présenter des objets, des récits qui viennent... C'est aux personnes de faire ce qu'elles veulent faire. De nouveau, je dis, ces objets ont été dénaturés, ont été sortis de leur espace. Donc de toute façon, ce qu'on voit, c'est un cimetière. On se promène dans un cimetière où il y a des belles choses, comme s'il y avait des belles tombes. Donc mais il n'y a pas de... Même, je veux dire, la question de transformer les textes, de dire, bon, c'est quand même le minimum, c'est déjà bien. Mais il y a quelque chose dans la manière, dans la question de l'exposition qui est déjà un problème. Est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber? Je veux dire, ils sont là. Bon, ils sont là, donc ils sont là. Mais ce qui doit être construit n'est pas nécessairement la même chose. On ne va pas multiplier, on va dire, bah tiens, on va faire un musée de la colonisation maintenant. Mais pourquoi pourquoi en faire un musée? Comment dire cette histoire et non pas seulement à travers les objets? Bon, pourquoi passer encore par les objets? Pourquoi faire la fétichisation de l'objet est quand même c'est une invention occidentale. Il y avait effectivement dans les cultures, dans les palais, avant les colonisations, les empereurs, les rois rassemblaient des objets, les bulletins de guerre montraient, ça faisait partie du prestige. Mais il n'y avait pas cette idée de conservation et de préservation et de fétichisation de l'objet. L'objet faisait partie de la gloire, de la grandeur d'un empereur ou d'un roi ou de l'élite, mais n'était pas considéré comme ce que le musée en a fait. Cette question de fétichisation de l'objet, je vous donne par exemple un exemple, sur la question de l'esclavage colonial. En France, vous savez, il y a eu le Code noir, qui est donc cet ensemble de droits, de mesures et de lois qui régulait la vie des esclavisés, dont le fameux article qui les assimilait à des objets. Hein. C'est-à-dire que dans l'héritage que recevait un garçon, il y avait des tables, des mules et des êtres humains. Hein. C'est-à-dire que ça faisait partie de l'héritage. Et ces codes noirs, nous, quand dans le musée qu'on voulait faire, on nous avait dit, mais on peut en trouver des authentiques si vous voulez. Enfin, il y avait des personnes qui s'étaient proposées, mais on a dit, on ne va quand même pas acheter, on ne va pas en plus donner de l'argent, un code qui était un code qui transformait les êtres humains en marchandises. Je veux dire, il y a quand même quelque chose, ça ne va pas du tout. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis pourquoi on avait besoin d'un authentique? Vous avez un authentique, vous êtes obligé de le mettre sous une vitre et de l'ouvrir à une certaine page. Vous en faites un objet sacré. Mais le code noir n'est pas un objet sacré.
je veux dire, c'est un ensemble de lois absolument iniques et racistes. Vous n'allez pas en faire quelque chose que vous regardez comme ça, comme si vous étiez en train de regarder un texte sacré. Donc nous, on avait proposé, on en achèterait une centaine en livre de poche, et comme ça, que tout le monde pourrait manipuler, regarder et discuter, en disant, tiens, il y a cet article, qu'est-ce que je comprends, comment je le comprends, tout ça, qu'il y aurait des moments, il y aurait des tas d'endroits où on pourrait s'asseoir et en discuter. Vous faites, et qu'est-ce que ce code a institué? Et quel en est l'écho aujourd'hui? Vous n'en faites pas quelque chose qui appartient au passé. Vous ne figez pas les objets. Vous les refaites circuler, vous leur redonnez de la vie. Donc ça veut dire, effectivement, quand vous me dites comment faire, pour l'instant, ces musées ont tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, je vous le dis, je trouve que c'est pas à moi de porter ce fardeau. On dit à vous, je trouve. C'est aux personnes qui veulent les garder, ces objets, ces musées. Je pense que la question, par exemple, qu'on doit se poser, si aujourd'hui vous vouliez faire un musée à Bruxelles, un post-musée, c'est quoi? Comment vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Qu'est-ce que vous voulez raconter et comment? C'est ça la question qui m'intéresse le plus, parce qu'à partir de cette imagination, on pourra se dire peut-être qu'est-ce qu'on peut faire de ces éléphants, de ces énormes collections. En partant de ce que nous pourrions, enfin nous, parce que c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce que nous ferions? Il faut aussi se libérer de ce modèle pour penser à autre chose et à partir de ce qu'on a pensé, peut-être se dire, ah bah tiens, voilà, on pourra en faire de ces choses-là. Mais il faut s'extraire. Si on ne se libère pas de ça, on est pris dedans et effectivement, on se demande quel est le texte qu'il faudra ajouter, comment faire, comment expliquer. On reste dans un cadre épistémologique. Vous voyez, on ajoute quelque chose, mais le cadre ne change pas. Et on ne peut pas le changer. Vous ne pouvez pas descendre la statue de là où elle est. Vous ne pouvez pas la remettre, vous ne pouvez pas en faire autre chose. Donc vous allez changer le texte, mais la manière d'en faire l'objet ne changera pas. Je ne sais pas si je suis claire. Si dans ma question, j'allais faire des choses plus larges, pas forcément en représentant ces objets dans un autre contexte, mais du coup, Mais écoutez, d'abord, la première chose, c'est est-ce que les personnes, les peuples à qui ça a été volé les veulent? Première question. Ensuite, est-ce que c'est un travail à faire avec ces peuples? Comment vous voulez que soit exposé? Les objets dont vous ne voulez pas, alors on va peut-être vous dire, ben, on va savoir, on a nos affaires à faire déjà beaucoup. Et à ce moment-là, ben, oui, ce sera aux personnes. Qu'est-ce que ça veut dire de montrer des objets Qu'est-ce que ça veut dire de montrer des objets de la Chine? Je veux dire, le musée, c'est aussi ce qui a été le modèle de l'exposition coloniale. C'est le modèle des grandes foires. C'est ce modèle-là. Je veux dire, c'est quand même un modèle très, très oppressif. Et donc, comment faire Non, vous me posez une question intéressante, mais à laquelle j'ai mal à répondre, non pas parce qu'elle n'est pas... Elle vaut la peine d'être posée, mais c'est parce que je ne veux pas. Je ne veux pas consacrer trop de temps à cette réponse. Je veux... Donc je ne rejette pas, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux focaliser mon énergie sur qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans la situation de catastrophe, de perte, d'effacement. Qu'est-ce que c'est que conserver, préserver, transmettre aujourd'hui? Et on a plein d'outils. On a les outils de la théorie féministe, postcoloniale, décoloniale, panafricaine, panarabe, enfin je veux dire, on a des milliers de gens qui ont pensé avant nous à toutes ces choses, à toutes ces questions. Et donc, je trouve que notre tâche, oui je dis nous parce que je ne pense pas être la seule, notre tâche est aujourd'hui d'inventer ce post-musée. Plus que de... ces musées ont des tas de gens. Ils ont des tas de gens pour faire tout ça. Ils ont des tas de gens, ils ont des fondations, et puis il y a tous les mécènes qui se précipitent pour faire des choses. Nous, on est pauvres, faisons ce qu'on a à faire. Bonjour, j'avais encore une question, je suis là.
Alors en fait, c'est plus, si vous pouvez, je ne sais pas comment formuler la question, donc si vous pouviez aborder ce point-là, c'est sur la représentation des femmes racisées dans l'art, dans les musées aujourd'hui. On parlait de fétichisation tout à l'heure, et je trouvais ça super intéressant par rapport justement au portrait de la femme arabe ou de la femme noire qu'on peut voir dans les musées, qui est absolument... en fait, elle n'est pas représentée, et quand elle est représentée, elle est sexualisée à crever. Et du coup, j'aurais bien aimé vous entendre parler de ça un petit peu. Et alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que ça ne se retrouve pas dans les musées, mais c'est une forme d'art qui a été énormément exportée. Je suis d'origine amazigh, ce sont les peuples natifs qui étaient en Afrique du Nord avant la colonisation de l'Empire ottoman. Et mes ancêtres se faisaient tatouer comme énormément de peuples africains et dans le monde. Et il y a une histoire culturelle à travers le tatouage qui peut être extrêmement sacrée. Et j'ai été tatoueuse pendant 2 ans. Et il y a énormément de personnes blanches, en fait, pas du tout renseignées sur ces cultures et sur la sacralisation de certains de ces tatouages qui demandent à se les faire aujourd'hui, mais dans un objectif pas forcément d'un point de vue raciste à première vue, mais ce serait plus une question de « je trouve ça super beau, j'ai vu ça sur Pinterest et j'adorerais l'avoir sur moi ». Alors que ce sont des symboles sacrés, et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien que si vous pouvez, votre point de vue là-dessus justement, sur ces tatouages-là. Moi personnellement, j'ai refusé de tatouer pendant 2 ans et demi ma profession des personnes qui n'étaient pas amazighes, des tatouages amazigh. Je voulais que ça, comme c'est un savoir qui se perd, justement, je voulais que ça puisse rester aux personnes qui étaient concernées et qui savaient l'importance que ça signifiait. Du coup, voilà, c'est tout. Merci. La représentation des femmes racisées dans la peinture ou la sculpture ou toute autre forme est effectivement extrêmement, enfin je dirais, est à l'image du colonialisme, à l'image de la transformation des colonisés hommes ou femmes en objets, avec toute une forme de déshumanisation ou de sexualisation. Je dirais, Edouard Saïd l'a bien étudié dans l'orientalisme. Hein. Et il y a 2-3 ans, j'avais travaillé à une visite décoloniale au musée de la Croix, grand orientaliste. Et c'était vraiment intéressant de montrer aussi, si vous voulez, pas seulement dans la peinture, mais à quel point l'orientalisme avait été une mode, mais qui a rendu l'Europe, enfin je veux dire, c'était tout, hein, les ballets, la musique, tout, c'était une folie absolue. Donc dans ce contexte, c'était aussi ce contexte d'appropriation, évidemment, mais aussi de montrer que les peintres avaient suivi les armées, qui avaient, même s'il y avait eu des voyages auparavant, mais là, toute une série de justement de pénétration, on peut dire, de l'espace est rendue possible. Donc les peintres suivent les armées. Donc c'était aussi la relation entre l'art et pas seulement la colonisation, mais l'armée, le militaire, quoi, donc l'officier et le peintre. Et donc dans ces complicités, de voir aussi comment les choses donc, se passaient. Cette sexualisation, bah oui, elle est là, et beaucoup d'artistes, de femmes noires racisées ont contesté ces représentations et ont proposé des contre-représentations. Donc il y a tout un travail encore qui se fait, qui est encore à faire. Il y a évidemment énormément, parce que cette question de sexualisation du corps noir et racisé se poursuit absolument. Et je veux dire, même si on va dire ah oui, bah alors telle peinture de Manet ça va pas, oui, mais enfin aujourd'hui il y en a quand même plein d'autres qui se font, les cartes postales, donc il y a de toute façon une question d'extraction et d'exploitation du corps qui se poursuit, et du corps féminin et du corps racisé. Et là, c'est pas seulement une question de représentation, c'est une question qui est liée, on peut dire, à une économie du besoin de constante extraction pour produire encore de la marchandise, de qu'est-ce qui va pouvoir se vendre, de qu'est-ce qui va... et donc, au-delà de la représentation, c'est vraiment l'économie de la représentation et le lien entre représentation et marchandisation qui est à mettre en cause. Sur la question des tatouages et comment des formes sont liées à des pratiques sacrées ou d'autres pratiques qui appartiennent à un peuple et qui entrent là dans la circulation marchande et perdent du sens que ces pratiques avaient. Alors là, c'est effectivement tout doit devenir marchandise.
la règle du capitalisme, c'est que tout doit devenir marchandise. Tout doit pouvoir être vendu. Donc c'est un... Comment dire, c'est un des éléments, quoi. Je veux dire, sinon, il a besoin de produire de nouvelles marchandises, de nouvelles images, de nouveaux sons. Il a besoin de prendre ce qui est de la musique et d'en faire la musique monde. C'est vraiment, il repose énormément sur l'extraction. L'extraction, c'est la transformation d'une richesse en marchandise. Donc là, que ce soit sur le tatouage, ou que ce soit sur même, comme vous le savez, il y a eu aussi beaucoup de protestation, d'appropriation dans la mode, hein, par exemple, une broderie mexicaine qui se retrouve chez, c'est pas la peine de dire une marque, mais qui est vendue à 300 €, alors que la brodeuse en question, elle est totalement exploitée. Donc on est face à une avidité qui est assez similaire à celle qu'il y avait au XIXe siècle, hein, quand il fallait tout prendre, mais qui effectivement touche à des domaines qui jusqu'à présent, à cause d'un certain racisme, étaient mis. Non, on ne va pas faire ça. Mais même ça maintenant devient glamour. Donc le tatouage à basique ou autre chose devient. Voilà, ça doit être absorbé. Ça doit être absorbé. Donc en fait, lutter contre ça, c'est lutter contre le néolibéralisme. C'est vraiment lutter. Tout devient marchandise. Tout devient absolument marchandise. C'est rapide, mais c'est comme. Même donc, le décolonial devient une marchandise. Devient une marchandise, la multiplication de tables rondes, tout ça, etc. Quand j'ai écrit un féministe décolonial, j'étais prête à penser qu'il y aurait des t-shirts écrits « Je suis une féministe décoloniale » en taille XS jusqu'à XL, et que j'aurais plus qu'à pleurer, hein, j'aurais plus que les yeux pour pleurer, quoi. Je veux dire, mais j'aurais pas été étonnée. J'aurais pas été étonnée. Je sais pas, il y avait une déesse qui me protégeait, donc j'ai pas eu. Enfin, je dis ça, peut-être que demain il y aura quelqu'un qui aura cette idée. Mais oui, on a vu, Black Lives Matter, c'était un t-shirt dès le lendemain, et c'est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Beaucoup plus rapide qu'auparavant. Je veux dire, au moment de l'anticolonial n'est jamais devenu une marchandise. Ça pouvait pas, vous voyez. À l'époque, il y avait des choses, même féminisme, c'était pas encore une marchandise. Aujourd'hui, tout est bon. Tout est bon. Donc on a à lutter contre ça. On a lutté vraiment contre ça et on le lutte en créant des espaces justement où se poursuivent ces pratiques en dehors de cette logique du capital. Mais c'est vrai que on a parfois l'impression d'être devant un rouleau compresseur énorme, quoi. Et ça touche le tatouage amatique, ça touche des tas de choses. Les plantes médicinales, tout, il n'y a rien. Et c'est le régime de la découverte, qui est un régime colonial. Alors on redécouvre les broderies, on redécouvre la poterie, on redécouvre tout. Les magazines de design sont remplis de découvertes, de mode, c'est rempli de découvertes, de choses qui existaient depuis toujours, que les gens savaient. Et ça parce que la découverte, elle est liée à la marchandise, à la transformation de marchandise. Enfin, la découverte dans cette épistémologie, dans cette... Il y avait un doigt qui se levait. Moi, on m'entend ? Je n'ai pas saisi si vous avez eu l'occasion de voir le musée de Tervuren. Et si oui, j'étais intéressée d'avoir votre regard sur ce musée au regard de ce que vous nous avez dit ce soir. Alors, personnellement, je l'ai vu dans la version 1 qui était ignorée quand j'étais enfant. Je n'ai pas vu ce qu'on en a fait actuellement, mais je serais intéressée en fait d'avoir votre retour par rapport à ce que vous nous avez dit ce soir. D'accord. Je l'ai vu dans sa version 1 et dans sa version 2, donc dans les deux versions. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bon, d'abord, quand je l'ai vu dans la première fois, j'ai trouvé que c'était, comment dire, c'était impressionnant de colonialité. C'était formidable. C'était extraordinaire. J'avais jamais vu ça à ce point. Je veux dire, les missionnaires, tout ça, enfin, tous les dioramas, c'était. Mon Dieu, vraiment. Et vous vous dites, c'est ça qui était devenu un grand musée. C'était cette présentation de tout ce colonial, quoi. Et ça a marché quand même pendant longtemps. Donc ça, c'était, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est, comment, je veux dire, cette
mise en scène de la colonisation et de la mission civilisatrice belge, mise en scène. Et quand j'ai assisté à quelques discussions au moment où commençait la rénovation, donc il y a longtemps, et moi je disais mais il faut en conserver quelques-uns parce que c'est vraiment une archive quoi. C'est quand même de voir que des personnes à cette époque ont montré ça comme ça. Justement, il n'y avait pas le filtre d'aujourd'hui où on met les choses, oui, mais ben voilà, on fait les deux choses, etc. Non, et ça, pour moi, ça montrait ce que ça avait été cette éducation, qui était aussi dans les manuels scolaires, dans les textes, et c'était pas si inintéressant de le préserver, non pas pour continuer, mais pour montrer comment c'était fabriqué l'adhésion à cela. Comment les pouvoirs avaient fabriqué l'adhésion de Belges à cette colonisation. Quels étaient les éléments qui avaient fabriqué cette adhésion, qui avaient fabriqué le fait. Ah non, mais c'est quand même pas si mal. C'est quand même, voilà, on les civilise, tout ça, il y a le médecin, le missionnaire, tout ça, l'école, tout ça. C'est pas mal. Donc ça aurait pu faire, c'était, je trouvais, une leçon. Ça pouvait être visité comme leçon sur la colonialité. Vous voyez? Alors que j'ai trouvé qu'après, quand il y a eu la rénovation, j'ai trouvé que la rénovation était un washing. C'était un peu, vous voyez, une neutralisation de cet aspect conflictuel. Non pas qu'il ne fallait pas faire de rénovation, mais d'une certaine manière, la rénovation, elle était prise dans une philosophie justement de neutralisation. On ne peut pas montrer les choses comme ça, quand les choses ont changé, il faut quand même les montrer autrement. Mais alors du coup, disparaissait ce qui avait justement... de fait, on montrait l'extraction, l'exploitation, mais comme, si vous voulez, alors ben voilà, on est désolé, il y a eu ça qui a eu lieu, mais pourquoi, quels en étaient les effets, disparaissaient un peu. Et donc c'est un peu une espèce de, enfin, je trouvais une mise en scène, oui, de washing. La deuxième chose que j'ai trouvée aussi, mais ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un problème un peu, comment dire, il faut parler de quelque chose un peu beaucoup de sang et un peu beaucoup de massacre, on fait appel à un artiste contemporain. Et parce que l'artiste contemporain va résoudre cette question, et ce qui fait que parfois vous ne comprenez même pas poser des questions, parce que je veux dire, bon, l'artiste symbolise, et c'est normal tout ça, mais alors, non, mais moi, c'était quand même l'assassinat de Lumumba, là, dont on parlait, je veux dire, il y a quelque chose là, et donc quand c'est un peu, vous voyez, et donc c'est toujours dans c'est que finalement, mais comment vous parlez de ça dans un musée? Comment vous racontez l'assassinat de Lumumba? Comment vraiment vous racontez cette horreur? Qu'est-ce que vous montrez? Comment vous le montrez? Et donc, comme c'est une question difficile, c'est vraiment difficile, et puis il ne faut pas choquer le public, ou il ne faut pas que ce soit tranquille. Vous contournez les choses. Et donc, peut-être qu'il y a des moments où il ne faut rien montrer, et il faut parler, il faut raconter. Peut-être. Il faut se poser la question. Mais il y a des moments où la représentation efface, d'une certaine manière, l'ampleur du crime. Vous voyez? Donc, ça, et puis, parce que maintenant, il faut que ça dialogue, constamment ça dialogue, mais c'est un dialogue qui efface quelque chose. Et puis, je vous dis, je pense qu'il y a des choses, peut-être, que ce régime de la représentation absolue n'est peut-être pas la réponse. Il y a des... Je pense que beaucoup de choses doivent passer par la parole à ce moment-là. C'est-à-dire que vous arrivez à ce moment-là, eh bien, il faut que ce soit une discussion. Et expliquer quoi, qu'est-ce qui, quoi, comment, quels ont été tous les acteurs, la CIA, les soucis, tout ça. Qu'est-ce qui se passait? Sinon, vous montrez quoi? Des images? Qu'est-ce que vous montrez comment ça a été, pas seulement un crime, évidemment, un crime en lui-même, mais en quoi ça a contribué à arrêter quelque chose aussi dont on ne sait même pas ce que ça aurait donné.
ça a coupé quelque chose. Donc, et ça coupe, et vous n'avez que le Congo qui a été fabriqué après. Mais vous ne pouvez même pas. Donc, est-ce que ça pourrait dire aussi, vous savez, c'est l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire et si? Je dirais, il faut avoir une possibilité et si. Et s'il n'avait pas été assassiné, et si ça s'était passé autrement, qu'est-ce que le recul? Pour justement ne pas être écrasé par le récit tel qu'il est. Et puis, bon, il y a d'autres situations, mais justement, sur la question des restitutions, pour le Congo, il y a. Excusez-moi, mais j'arrive pas à me souvenir, mais il y a une communauté au Congo il y avait un officier belge qui a commis un massacre dans cette région. Et donc il y a une statue qui a été faite de cet officier belge qui concentre toute la négativité et l'horreur de son crime. Et cette statuette était sortie à des moments très précis, constituellement. Donc elle était investie de cela, et donc c'était très important pour cette communauté. Pour des raisons pas très claires, ça se retrouve dans les mains d'un collectionneur privé et après dans un musée aux États-Unis. Donc c'est dans un musée aux États-Unis aujourd'hui. La communauté demande à ce musée de lui prêter la statuette. Pour quand même, le musée commence à dire oui, puis il refuse. Les conditions ne sont pas là, c'est humide, ceci, cela. Donc la communauté s'organise pour pouvoir envoyer 3 personnes aux États-Unis, donc payer le voyage, tout ça, pour que ces personnes puissent aller voir la statue de nouveau telle qu'elle est et en faire des dessins pour la reconstituer en 3D. Donc ils reviennent, ils la reconstituent en 3D et le musée les assigne vol de copyright. Donc, même une reconstitution en 3D, c'est-à-dire cette communauté avait renoncé à retrouver l'objet en question, l'objet matériel, mais en disant, bon, bah, si c'est après tout, on peut travailler, on peut faire ce qu'on a à faire avec cette statuette, et bien là, il y a le musée. Donc on voit, la question de la propriété privée est extrêmement importante aussi. La notion de propriété privée telle qu'elle a été développée justement dans un régime patriarcal, capitaliste et colonial. À qui appartient cette statuette? Et bien même dans sa forme 3D, elle va appartenir à ce musée qui n'a pas à la voir. Vous voyez, donc de nouveau, il faut voir à quel point c'est pas si simple la question de la restitution, la question, puisque de plus en plus des musées font une deuxième collection en digital, et que cette collection en digital, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Donc, de toute façon, je ne sais pas, moi je suis une communauté aborigène en Australie, je ne vais pas prendre l'avion toutes les 3 minutes pour venir voir les choses, n'est-ce pas? Donc, le digital a ses problèmes, mais même là, il n'y a pas un accès. Donc, en fait, les restitutions, pour moi, les restitutions, ça voudrait dire que les musées occidentaux ouvrent entièrement leur collection, la documentation, les archives autour des objets, que les communautés puissent venir, mais 3 mois s'il faut, pour étudier quoi, comment, qu'est-ce, ceci, cela, et que ce soit ouvert. Ça veut dire que c'est à l'Occident de payer cela pour les résidences. Ça c'est la dette qui doit payer. Et qu'au bout de, je crois, du temps qu'il faut à ces communautés, ou à ce que les communautés les personnes que les communautés ont envoyées, décident, ben non, ces objets on en veut, ceux-là on n'en veut pas, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est arrivé là récemment à l'université de Manchester, le musée de l'université de Manchester, qui avait des objets de peuples aborigènes d'Australie, et qui après de longs, quand même le musée s'est mis en contact, il y a eu des allers-retours, les gens du musée sont allés là-bas, finalement là c'était l'an dernier, la communauté, des membres de la communauté sont venus, sont restés un bon moment, et finalement ont décidé de reprendre que une dizaine, je crois, d'objets pour les rapporter. Mais si vous voulez, ça voulait dire qu'il y avait un processus, que le musée a accepté ce processus, a accepté cela. Quel musée aujourd'hui C'est la question que je me pose, quel intérêt a le voleur? Ils n'ont aucun intérêt, en fait, ça c'est la version juste. Non, mais l'intérêt, ils n'en ont pas, mais la pression, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut les forcer. Ils n'ont pas d'intérêt. Il y a quelques institutions, souvent des universités, qui sont plus ouvertes, quelques petits musées,
parfois des musées privés, mais ça dépend vraiment, il n'y a pas une seule, mais de toute façon, le nombre d'objets restitués, ou de restes humains restitués, en relation avec le nombre d'objets, tout ça, alors là, c'est rien, c'est minime. Donc c'est évidemment, il y a énormément de choses dans les journaux, parce qu'il faut quand même glorifier cela, et vous vous dites, bon, il y a des objets du roi Béranzin qui ont été restitués, mais à côté de ça, je sais pas, pour un, il y en a, je sais pas, moi, il y en a 1 million peut-être, je veux dire, quand je vous ai donné les chiffres, et là je vous donne les chiffres des grands musées, Et comme je l'ai dit, comme je visite beaucoup, je vois dans plein de petits musées, parfois, et dans des villes auxquelles on ne s'y attend pas, des objets, des œuvres du continent africain, asiatique, et de ce qu'on appelle le Proche-Orient, et parfois l'océan. Il y a une question là. Oui, bonsoir, je suis là. Ah oui, pardon. Moi, j'ai 4 petites questions. Vous avez parlé du narratif par rapport au musée occidental. Et moi, je trouve qu'il a la vie dure. En tout cas, ce narratif a la vie dure, puisque quand on voit le Louvre et le Gaudi, a priori, on n'est pas dans le post-musée. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Quand vous parlez de spoliation encore aujourd'hui, vous m'entendez là? Alors, quand vous parlez de spoliation encore aujourd'hui, la marchandisation, vous nous dites que la tête d'Irak est en Angleterre. On sait qu'on poursuit les délinquants qui volent des objets d'art dans les musées ou autres. Quid de ces vols d'objets d'art en temps de guerre? Je ne veux même pas parler de la Syrie, ce qui a pu se voler en Syrie, et ce qui a transité par, on le sait ici, au Sablon. Il y a tout un marché de l'art qui vient d'objets volés dans des pays en temps de guerre. Ça, on est au courant de ce qui se passe. Il y a une petite anecdote, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un monsieur qui a voulu vendre un objet qu'il avait acheté en Italie. C'est un Belge. C'est assez significatif. En fait, il a acheté un objet volé qu'il a gardé chez lui et à Pompéi, donc c'est un objet de Pompéi. Et lorsqu'il a voulu vendre sa maison, il a voulu la faire expertiser, et aujourd'hui, il aimerait avoir une compensation pour l'avoir gardé dans sa maison. Il considère qu'il a été amusé, donc il voudrait une petite compensation, alors qu'il l'a acheté volé. C'est une petite anecdote, c'est tout récent, c'est pas comme si ça avait lieu au 19e siècle. Vous parlez aussi de la restitution. Si dans votre post-musée il n'y a plus d'objets, quid de la restitution alors dans ce cas-là? Quoi ça servirait de restituer des objets s'il n'y a plus d'objets? Et vous avez enfin parlé de l'appropriation du musée, de l'espace de l'objet, et le musée pour tous. Comment le rendre accessible? Comment vous comptez le rendre accessible à tous, puisque en fait le musée pour certains et pas pour d'autres? Merci pour vos réponses. Juste avant d'essayer de passer la réponse, parce que je vois qu'il commence à y avoir certains départs, on prendra peut-être 1 voire 2 questions après, mais on clôturera quand même pas trop longtemps, parce que Françoise a un train à prendre pour Paris. On prend 2 dernières questions. Avant de répondre. Comme ça, je vais prendre tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Dans le cadre de la restitution des œuvres, j'aimerais avoir votre avis sur ces nouveaux courants dans les musées occidentaux qui parlent de connexion, réconnexion des œuvres d'art par rapport aux communautés d'origine. La restitution est très difficile et complexe, mais dans la recherche des sources et des provenances, encore, on nous place dans le courant des connexions et les connexions en attendant l'identification de provenance et des sources et des œuvres qui ont été
œuvres vraiment dans le pays de provenance, de la connexion et de la reconnexion pour avoir de nouvelles leçons de connaissances des œuvres qui ont été publiées. Merci. Sur le Louvre à Abu Dhabi, le musée occidental, son modèle est vraiment hégémonique. C'est vraiment hégémonique. Pour l'instant, il n'y a pratiquement pas de musée autrement que sur ce modèle. Grand geste architectural, collection prestigieuse, voilà, le tourisme, etc. Voilà, c'est absolument, c'est justement la question, quoi. C'est vraiment un modèle très fort, très très hégémonique. Donc, se poser la question de pourquoi et se dire, bon, alors évidemment, où est-ce qu'on laisse tomber? Alors, le Louvre à Abu Dhabi, évidemment, est un exemple énorme. C'est le seul musée d'ailleurs où vous pouvez faire du kayak, hein, puisque c'est sur l'eau. Et je ne plaisante pas, hein, vous pouvez faire un kayak. Et vous avez, voilà. Et c'est vraiment, c'est les nouvelles présentations aussi. Quand je disais que c'est lié au prestige, il y a l'état d'État qui se dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et donc, le fait, il y a eu un moment après les indépendances où il y a eu l'idée d'autres musées, hein, mais ça s'est vite passé. Et aujourd'hui, la force de ce modèle, donc je suis d'accord avec vous, les post-musées, c'est beaucoup plus. Je parle de choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est par exemple des choses qui se passaient dans des salons de quartiers pauvres, quoi. Je veux dire, le salon de quelqu'un prêtait son salon, et puis après c'était quelqu'un d'autre. Vraiment des choses dont on n'a pas l'idée, mais qui sont vraiment importants, ou des musées imaginaires comme le musée imaginaire de la Palestine, ou les musées de solidarité comme le musée de solidarité Salvador Allende, dont la collection s'est constituée sur la question de la solidarité. Qu'est-ce que les artistes donnaient à ce musée dans un geste de solidarité avec ce qui s'était passé. Donc c'est vraiment aussi l'effort. Sur la question du marché de l'art, il y a énormément de trafic aujourd'hui, énormément de trafic. Alors il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont trafiquées parce que comme au XIXe siècle, comme au moment de la colonisation, il y a des personnes pour qui ça représente de vendre un objet, ça représente de survivre. Et la question de ben oui, c'est notre patrimoine, ça n'a pas vraiment d'importance, ça n'a pas d'importance tellement. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les vrais voleurs, il y a les gens qui vendent des choses. Au Cambodge, il y avait des choses qui étaient découpées par des gens très pauvres pour le vendre. Donc même dans ce terrain sur le trafic, il faut voir comment ça se passe. Mais il y a énormément de collectionneurs privés qui sont à l'affût. Et ces circuits, les réseaux, nous on ne les connaît pas, ils sont peu connus, mais il y a tout de suite donc, des grands trafiquants qui vont tout de suite connaître à quel collectionneur il faut proposer tel et tel objet. La Syrie, ça a été ça massivement. Le Cambodge, ça a été ça massivement. Et donc ça c'est vrai. Alors les vols d'objets en temps de guerre, mais pas seulement ça, si vous vous souvenez que par exemple Michel Herrys raconte dans son voyage en Afrique comment il vole systématiquement tout pour rapporter. Je veux dire, Michel Herrys, grand intellectuel français, tout ça. Ou Malraux qui va voler des choses et qu'il y aurait une pétition énorme pour qu'il ne soit pas inculpé. Donc on a les voleurs, voilà, mais on a aussi des grands intellectuels qui ont participé, des explorateurs, et aujourd'hui encore parfois des chercheurs qui profitent de leur position. Donc c'est vraiment la question, c'est vraiment le fait que l'art a représenté un marché, cette question de valeur, et qui fait qu'on veut l'avoir chez soi, et que effectivement on le prend à un peuple sans aucun sentiment de culpabilité. L'histoire, le musée sans objet, c'était un exemple, c'était pour l'île de la Réunion. Le musée sans objet, c'est pas ailleurs, hein, c'est nous, une décision. Alors après, c'est une proposition qui a intéressé d'autres communautés qui ont justement peu d'objets et qui se disaient on va raconter aussi les choses autrement. Mais si vous voulez, la question de la restitution, je dirais, il n'y a rien à restituer à la Réunion, il n'y avait rien, ils ont tout pris, ils ont tout détruit plutôt. Hein. Ils sont plutôt détruits. Il y a très peu de choses en dehors de ce pays. Donc pour nous, c'était de se poser cette question de la perte, de l'absence, et de ne pas se dire, ah ben voilà, on n'a rien, donc on ne fait rien. Au contraire, c'était d'imaginer. Mais la restitution, de nouveau, je le dis, c'est vraiment au peuple et aux communautés de décider ce qu'elles veulent, et c'est elles et les peuples qui devraient avoir vraiment la décision. Or, aujourd'hui, ce sont les musées encore. Ce sont encore les conservateurs. Et les États aussi. Pardon ? Et les États aussi.
Mais les États qui suivent, évidemment. Vraiment, c'est vraiment... Parce que même, par exemple, bien sûr les États, mais en France, la résistance des conservateurs, même aux propositions de l'État, était très forte. Très, très forte. Je pense à la législation où on disait que le contexte des États-États, l'État français, l'État belge... Les contextes d'État-État, mais comme je l'ai dit, vous avez des communautés qui disent mais ça va donner un tel État, mais c'est un État oppressif, c'est un État colonial. Pas colonial dans le sens, mais qui continue à opprimer ses minorités. Si vous rendez des choses, par exemple, vous imaginez que rendre des choses aux États-Unis, de choses qui appartenaient aux populations natives, les populations natives vont dire mais qu'est-ce que ça veut dire que vous le rendez à un peuple, à une société qui s'est construite sur notre génocide, sur notre anéantissement. Donc, évidemment, ça pose problème. Donc, c'est ça que j'ai essayé de dire, c'est que la restitution, il faut vraiment rentrer dans chaque situation, vraiment profondément. Qui est en train de parler? Qui sont les experts? Qui sont les juristes? Quel est le cadre normatif, le cadre légal, le cadre historique dans lequel c'est fait? Pour l'instant, c'est absolument l'État-État et dans une forme très, très hiérarchique. Très peu, je vous dis, il y a le cas de l'Université de Manchester qui s'est mise en relation avec une communauté, mais c'est assez rare. L'Afrique du Sud, c'est parce que c'était le gouvernement de Mandela, donc la France n'a pas osé dire non au bout d'un moment. Quand même, c'était un peu difficile, mais c'est vrai que ça répond parfois à des choses diplomatiques. Vous avez eu par exemple la restitution d'objets en Corée du Sud par le gouvernement de Sarkozy parce qu'il voulait signer un contrat militaire, donc rafale contre objet. Donc voilà, donc c'est vraiment, je veux dire, c'est une question politique la restitution, c'est pas simplement une question, donc c'est vraiment important. Accessible à tous, mais de nouveau, c'est vraiment dans ce post-musée que je propose comme réflexion à plusieurs, c'est justement de faire des musées qui ne sont pas justement, qui ont laissé tomber cette respectabilité, ce temple de la respectabilité. Et puis, comme je l'ai dit, moi j'ai vu des musées où on peut toucher les objets. Mais c'est à la communauté de décider en disant non, mais ça on ne veut plus que vous touchez, c'est trop fragile. Et puis pourquoi pas? Mais pour l'instant ça vient tout d'en haut. On n'a rien à dire. On n'a strictement rien à dire. Et on peut voir des objets. Moi, je suis frappée de voir des objets qui étaient, mais par exemple, je sais pas, moi, des poteries qui devaient être dans une cuisine et qui sont maintenant dans un musée couvert de poussière. Je sais pas. Je trouve ça effrayant. Ça a été arraché des mains de quelqu'un. C'est vraiment, au-delà du vol et du pillage, c'est vraiment de l'incroyable brutalité et cruauté d'avoir arraché tous ces objets, de les avoir sortis de leur espace affectif. Je ne sais pas, c'est comme vous imaginez qu'on rentrerait chez vous et des choses qui ont un sens profond, qui vraiment là, vous tiennent là, et qu'on vous le prend et vous ne pouvez plus jamais l'avoir. Vous pouvez le voir. C'est pas que ça disparaît, non, vous pouvez aller le voir, mais vous ne pourrez jamais plus le toucher. Je ne pourrai jamais plus, ça ne pourra jamais avoir de nouveau ce lien que vous aviez avec une photo, avec un vêtement, avec tout ça. C'est ça qui est absolument cette légitimité, ce droit que le musée occidental s'est donné, de prendre quelque chose, de le sortir et de le remettre dans son espace. Et donc moi, ce que je dis dans le post-musée, ce serait l'espace qui resterait aux mains de la communauté. Donc c'est la communauté qui déciderait de ce qu'elle veut montrer, comment... Il y a plein, bon, on n'a pas le temps là parce qu'il faut partir. Enfin, c'est moi qui dois partir, pardon. Mais il y a quand même des exemples. Il y a des exemples, et comme je le disais, c'est pas seulement des objets, il y a aussi qu'est-ce que c'est que la conservation, donc c'est aussi comment préserver les pratiques, les graines aussi, contre justement le vol de graines ou la transformation par Monsanto et d'autres. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une grande réflexion sur qu'est-ce que c'est que la conservation, la préservation et la transmission aujourd'hui, pour résister justement au rouleau compresseur, à la fois la visiter des musées ou la visiter des galeries ou des collectionneurs privés, et aussi la destruction du capitalisme. Avant de dire bonjour à toutes et tous, je voudrais d'abord te remercier encore une fois, Françoise.
Je voudrais aussi rappeler que l'événement il est censé être double et que donc le 30 janvier, il y a le spectacle de Céline qui se déroulera ici aussi, avec une intervention du CADTM avant. Je voulais aussi dire qu'on avait un site internet qui était totalement gratuit et où la vulgarisation, n'hésitez pas à aller voir. Je voudrais ensuite vous conseiller vivement la lecture de ce livre si ce n'est pas encore fait avant de venir, parce que vraiment il est génial. Et je voudrais dire merci encore une fois au Centre culturel de nous avoir accueillis. Merci.